y a quelques jours, des millions de personnes Voilà, je se sont dirais battues l'histoire pour de obtenir leurs billets qui coûtaient parce parfois que Bruno Mars est ruiné. Ils disent ça là, ils disent personne n'ose le dire. Ils ont mis une photo avec lui sous. Hop, hop. On va voir le ce qu'ils prix disent. d'un loyer. Quoi? Bruno Mars revient, premier album solo en 10 ans, première tournée mondiale en stade depuis 2018 et des prix qui font grincer des dents. Mais derrière cette annonce qui devrait être une fête pour tous les fans, il y a une question qui hante Internet depuis 2 ans. Bruno Mars est-il réellement endetté de 50 millions de dollars auprès des casinos de Las Vegas? Est-ce que cette God tournée, damn. ces prix astronomiques, cette scène qui d'après les leaks ressemble plus à un show d'arena qu'à une vraie production de stade, est-ce que tout ça serait lié à une addiction au jeu qui aurait mal tourné? Aujourd'hui, je vais vous raconter toute l'histoire. De l'enfant prodige d'Hawaï qui imitait Elvis à 4 ans jusqu'aux rumeurs les plus sombres de Las Vegas. On va analyser les faits, les sources, les démentis et surtout, on va comprendre pourquoi cette tournée 2026 pose autant de questions. Installez-vous, ça va être long, mais je vous promets que vous n'allez pas regarder Bruno Mars de la même façon après cette vidéo. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Adrien et si vous êtes nouveau ici, c'est vraiment votre QG pour comprendre tout sur l'industrie du concert, les coulisses, les stratégies des ventes, les prix, la vie des artistes, voilà tout ce qu'on vous dit pas ailleurs. Petit point important, avant de commencer, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 janvier 2026 et les ventes de la tournée de Bruno Mars n'ont pas encore eu lieu. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, les ventes seront probablement déjà passées. On aura peut-être eu des updates, des confirmations sur les vrais prix, sur les vrais plans de scène. Mais là, pour le moment, je vous parle avec les informations qu'on a aujourd'hui, les leaks des prix via les comités d'entreprise, les leaks des plans ou d'autres sources que j'ai pu trouver sur Internet. Et également, j'en profite, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Live It sur Discord, donc qui est une communauté que j'ai créée. Maintenant, on est plus de 6000 fans. Tu trouveras le lien directement en description. En gros, pour te faire court, c'est une communauté où on va s'entraider, on va partager les informations, on va essayer de décrypter ensemble l'industrie des concerts. Enfin voilà, si tu galères pendant les ventes Ticketmaster et tu as besoin d'une communauté pour ne pas être en stress pour 2026, je te laisse rejoindre notre communauté, tu verras. C'est le meilleur outil pour un fan aujourd'hui. Bref, passons à la vidéo parce que tu vas voir, c'est croustillant. On va voir si c'est croustillant, j'espère. Même si je suis rassasié. On est le 8 octobre 1985 à Honolulu, capitale d'Hawaï. Ce jour-là, naît Peter Jane Hernandez, un nom qui ne dira rien à personne pendant 25 ans. Sa famille, c'est déjà de la musique pure. Son père, Pete, est un percussionniste d'origine portoricaine avec des racines juives de Brooklyn. Sa mère, Bernadette, vient des Philippines. Elle est chanteuse et danseuse de hula. À la maison, c'est un melting pot de sons. Rock, reggae, funk, soul, doo-wop. Le petit Peter baigne dedans depuis le berceau. À 2 ans, son père lui donne le surnom Bruno, en référence au catcheur Bruno Sammartino. Pourquoi? Parce que le gamin était potelé et ressemblait au lutteur. Le surnom y reste. Et à 4 ans, oui 4 ans, Bruno rejoint le groupe familial The Love Note. Il se produit 5 soirs par semaine à Waikiki et son truc, c'est imiter Elvis Presley et pas n'importe comment. Le gamin est tellement bluffant qu'il devient une célébrité locale. Les journaux hawaïens le surnomment le Little Elvis. À 5 ans, il fait le show à la mi-temps de l'Aloha Bowl devant 40 000 personnes. À 6 ans, il va passer à la télé nationale sur The Arsenio Hall Show. Et en 1992, à 7 ans, il décroche même un petit rôle dans le film Honeymoon in Vegas avec Nicolas Cage. Et il va toucher 600 $ pour une journée de tournage. Et ouais, à 7 ans, 600 $ pour une journée, c'est pas mal. Plus tard, il plaisantera en disant que c'était sa première résidence à Vegas. Avant ses 10 ans, Bruno Mars a déjà performé près de 1000 shows. Mais la vie ne reste pas aussi brillante. En 1997, Bruno a 12 ans. Ses parents divorcent et tout s'effondre. Le groupe familial disparaît, l'argent aussi. Bruno, son père et son frère se retrouvent à dormir où ils peuvent et principalement à ce moment-là dans une Cadillac jaune de 1993 ou même, ça c'est véridique, dans un zoo abandonné appelé Paradise Park où les pans criaient toute la nuit. Ils n'avaient pas vraiment de vraie salle de bain. Pour se doucher, ils se faufilaient dans les piscines d'hôtel. Le dîner était souvent acheté au 7-Eleven et pendant 5 mois, ils n'ont pas eu d'électricité. Et Bruno avait l'habitude de pratiquer la guitare au clair de lune. À l'école, il subissait du harcèlement pour ses vêtements de friperie, mais il continuait. Il gagnait 75 $ par soir en imitant Michael Jackson. De quoi payer des démos et des tickets de bus. Parce que oui, mine de rien, 75 $, ça peut te paraître cher, mais pour Brooklyn, c'est pas grand-chose. Et cette rage de ne jamais s'en sortir ne le quittera plus jamais. En 2003, Bruno a 18 ans. Il prend une décision radicale, quitter Hawaï pour tenter sa chance à Los Angeles. C'est là qu'il crée son personnage définitif. Il garde Bruno et ajoute Mars, la planète. Et là tu vas te dire pourquoi? Parce qu'en fait une fille lui avait dit un jour qu'il était tellement sûr de lui qu'il devait venir de Mars. Il débarque à LA avec 600 $ en poche, 3 démos et une valise avec Bruno Mars écrit sur l'étiquette. Sa première année, c'est un
cauchemar. Il va enchaîner 4 logements différents, dont un motel à $40 la nuit sur Sunset et un studio à Koreatown partagé avec 6 mecs. Pour survivre, il va mentir pour obtenir un job de DJ. Il n'avait jamais touché au platine et il se fait virer après 2 soirs, mais les $75 gagnés lui permet de garder son téléphone. Et cet été-là, il y a des semaines où il ne mange que des tacos à 99 cents du Jack in the Box. En février 2004, Motown lui propose un contrat. Tu vas voir, il est très court, 3 pages. Bruno plaisantera plus tard, j'avais vu des menus de petit déjeuner au restaurant beaucoup plus épais. Le label ne sait pas quoi faire de lui. Ils veulent un chanteur latino et 9 mois plus tard, il le largue sans avoir sorti un seul morceau. C'est humiliant, il avait déjà annoncé à sa famille qu'il était signé, mais cet échec va s'avérer être une bénédiction. Un autre artiste viré de Motown au même moment s'appelle Philip Lawrence. Les deux deviennent potes et se font une promesse, créer de la musique que les labels ne pourront pas ignoré. En 2006, il rencontre Harry Levin, qui a un studio. Bruno et Philippe lui achètent des burritos du 7-Eleven en guise de paiement. Ils travaillent 10 heures par jour, 6 jours par semaine, analysant plus de 1000 chansons avant d'en écrire une seule. Leur surnom, The Smithingtons. À chaque fois qu'un accord ou un beat leur plaisait, ils criaient That's a Smee et le nom est resté. Bruno écrit et produit pour Florida, Lil Wayne, Travis McCoy et en 2009, Right Round de Florida, qu'il a coécrit, atteint le numéro 1 et va établir un record de téléchargement numérique. Puis c'est Nothing on You de B.O.B. et Billionaire de Travis McCoy, 2 tubes massifs où Bruno chante les hooks, et les deux vont atteindre le top du Billboard. À ce moment-là, les chansons qu'il a créées pour d'autres ont déjà vendu plus de 15 millions de copies. Atlantic Records le signe enfin pour sa carrière en solo. Le 4 octobre 2010, Do Whoops and Hooligans sort. Budget $60,000, aucun sample emprunté. Le résultat, l'album devient 7 fois platine aux États-Unis et dépasse les 15 millions de ventes mondiales. Au Royaume-Uni, il va rester 400 semaines dans les charts, presque 8 ans, plus longtemps qu'Abbey Road ou Thriller de Michael Jackson. Just the Way You Are entre au Billboard Hot 100 le 7 août 2010 et atteint le numéro 1 en seulement 8 semaines, avec 6,7 millions de téléchargements aux US. Grenade fait 560 000 téléchargements en une semaine, c'est le 8e meilleur score de l'histoire à ce moment. Bruno Mars n'est plus un fantôme, il est une supernova. 7 nominations aux Grammys dès son premier album, aucun artiste solo masculin n'avait fait ça depuis Lauryn Hill. Il gagne le Best Male Pop Vocal pour Just the Way You Are, le plus jeune homme à remporter ce prix depuis Stevie Wonder en 1974. Billboard le nomme artiste numéro 1 du Hot 100. L'EFPI le déclare artiste le plus vendu au monde en 2011 devant Adele. En 2012, Unorthodox Jukebox sort. Plus audacieux, plus varié. Locket of Heaven reste 6 semaines au numéro 1. Bruno devient le premier artiste solo depuis Bobby Vinton en 1964 à placer 4 numéros 1 au Hot 100 en 2 ans. Même Michael Jackson n'avait pas fait ça. En 2016, 24K Magic arrive. Un bloc de funk d'énergie brute pensé pour la scène. 7 Grammys pour un seul album, Record et Song of the Year, le deuxième album R&B du siècle a réalisé ce triplé. Et la tournée qui suit, le 24K Magic World Tour, c'est 215 shows sur 6 continents, plus de 307 millions de dollars de recettes, c'est la 8e tournée la plus lucrative de tous les temps à ce moment-là. En Nouvelle-Zélande, il va battre le record de Beyoncé en vendant 48 483 billets à Auckland. Que voilà, à ce moment-là, Bruno Mars est vraiment au sommet absolu. Des collaborations records, puis viennent aussi Silk Sonic avec Anderson .Paak. En 2021, Leave the Door Open atteint le numéro 1 et va rester 2 mois au sommet, dépassant les 2,3 milliards de streams sur Spotify. Et va prendre 4 Grammys de plus. En août 2024, Dies With a Smile avec Lady Gaga explose tout. Le morceau devient le plus rapide de l'histoire à atteindre 1 milliard de streams sur Spotify en seulement 96 jours. Il va rester 201 jours non consécutifs au numéro 1 du classement mondial Spotify, battant Dance Monkey de Tone and Zai. En octobre 2025, il dépasse les 3 milliards de streams. Appâté avec Rosé de Blackpink, ça va être la chanson la plus streamée au monde en 2025 selon Apple Music. 19 semaines au numéro 1 du Billboard Global. En janvier 2025, Bruno Mars devient le premier artiste de l'histoire à dépasser 150 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Sur le papier, tout va parfaitement. Alors pourquoi Internet est-il obsédé par l'idée qu'il serait ruiné ? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à 2010. Le 19 septembre 2010, Bruno Mars vient de terminer un show au Hard Rock Hotel et Casino de Las Vegas. À 2h40 du matin, un employé dans les toilettes alerte la sécurité. Un homme passe un temps anormal long dans une cabine. C'est Bruno, il a 2,6 grammes de cocaïne sur lui, arrestation, inculpation pour possession de drogue, un crime passible de 4 ans de prison. Il plaide coupable, écope de 200 heures de travaux d'intérêt général, $2 000 d'amende, 8 heures de sensibilisation aux drogues. L'affaire est classée en janvier 2012 après qu'il a rempli toutes ses obligations
obligations. Dans une interview avec JQ en 2013, il explique qu'il était jeune, qu'il allait souvent à Vegas, voilà, qu'il ne réfléchissait pas correctement, il cartonnait dans les charts, qu'il faisait des disques numéro 1, alors évidemment qu'il faisait des trucs stupides. En 2013, Bruno commence sa première résidence à Las Vegas, au Chelsea du Cosmopolitan. Tout le monde lui déconseille, c'est là où les artistes vont pour prendre leur retraite, c'est trop tôt dans ta carrière. Il ignore tout le monde. En 2016, il va signer un nouveau deal avec MGM Resort, c'est une résidence au Park Theater, devenu Dolby Live maintenant, du parc MGM. Il devient le visage du casino. Et cette résidence, elle va durer jusqu'à aujourd'hui. 9 ans, plus de 100 shows, 124,5 millions de dollars de recettes déclarées. Et c'est là que les questions commencent. En mai 2019, Vital Vegas, un blog local très respecté sur l'actualité des casinos de Las Vegas, tenu par Scott Roben, une référence dans le milieu, publie un tweet. C'est bien connu que Bruno Mars aime jouer, mais il traverse peut-être une mauvaise passe. La rumeur dit qu'il a accumulé 7 millions de dollars de pertes dans les casinos MGM. Si c'est vrai, les shows du Park Theater servent essentiellement à rembourser ses dettes de jeu. 7 millions de dollars. Oui, c'est énorme. Le tweet fait du bruit, mais reste relativement confiné au cercle Vegas. En mars 2024, News Nation, un média américain, publie un reportage explosif. Selon une source bien placée à Vegas, Bruno Mars devrait maintenant 50 millions de dollars à MGM. La source affirme MGM le possède pratiquement, il gagne 90 millions de dollars par an grâce au deal avec le casino, mais ensuite il doit rembourser sa dette et après impôt, il n'y reste plus grand chose par show. Le rapport précise que sa dette aurait explosé de 7 millions en 2019 à 50 millions en 2023-2024. Son jeu de prédiction, le blackjack. Plus récemment, les machines à sous. Même l'ancien joueur de NFL, Shannon Sharpe, ajoute de l'huile sur le feu en déclarant sur son podcast qu'il a entendu d'une autre source que Bruno aurait perdu, écoute bien, 17 millions de dollars en une seule session. Donc en gros, en une seule soirée. Internet explose, le hashtag Bruno Brock devient viral, Bruno Mars 50 million debt génère plus de 4 millions de résultats Google en 48 heures. Et puis il y a une autre source qu'on ne peut pas ignorer, Mickey Mays. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Mickey Mays de son vrai nom Michael David Metterman, c'est une légende dans le monde du gambling à Las Vegas, surnommé Dirty Goth Boy sur Instagram où il a plus de 900 000 abonnés. C'est un joueur professionnel qui a fait fortune au baccarat et au poker. Il a gagné tellement d'argent, il affirme plus de 30 millions de dollars qu'il a été banni de presque tous les casinos de Las Vegas. Oui, vous avez bien entendu, les casinos l'ont interdit de jouer parce qu'il gagnait trop. Ce mec fait partie de l'élite des high rollers, il joue des mains à 250 000 dollars, il traîne avec Drake, il connaît personnellement les plus gros joueurs de Vegas. Et en mai 2024, ce Mickey Mays, il est passé sur le podcast de Bear Scratcher, un épisode de 2h30 entièrement consacré au monde des casinos et du gambling. Et devinez de quoi il a parlé? Bruno Mars. Selon Mickey Mays, Bruno Mars aurait perdu 53 millions de dollars aux tables, et c'est ça le plus important, il affirme que Bruno ne pouvait pas payer. Du coup, MGM et lui auraient signé un accord, Bruno ferait des shows pour MGM pour rembourser sa dette. Mickey Mays dit avoir vu de ses propres yeux Bruno Mars jouer au casino et miser des sommes folles. Il l'a affirmé publiquement dans un podcast en assumant ses propos. Et là, on n'est plus dans une source anonyme, dit à News Station, on est sur un mec qui vit dans ce monde, qui est respecté, même s'il est controversé, dans la sphère des high rollers, du gambling, du poker, etc., qui a été banni de certains casinos parce qu'il battait des joueurs pros à leur propre jeu, un mec qui connaît Vegas de l'intérieur. Est-ce que Mickey Mays pourrait mentir? Potentiellement, mais quel intérêt? Il ne gagne rien à inventer ça. Et surtout, son témoignage corrobore sur ce que disaient Vital Vegas, News Station et Shannon Sharpe. Ça fait maintenant 4 sources différentes qui pointent dans la même direction. MGM va réagir immédiatement, et pas avec du jargon corporate vague, avec un démenti catégorique. Le communiqué envoyé à Forbes, Billboard, E-News, nous sommes fiers de notre relation avec Bruno Mars, l'un des performeurs les plus excitants et dynamiques au monde, de ses shows au Dolby Live du parc MGM jusqu'au nouveau Pinky Ring Lounge au Bellagio, la marque de Bruno attire des visiteurs du monde entier. Le partenariat entre MGM et Bruno est de longue date et fondé sur le respect mutuel. Toute spéculation contraire est complètement fausse, il n'y a aucune dette avec MGM. Notez bien, selon eux, il n'y a aucune dette avec MGM. Alors, est-ce vrai ou faux? Bruno Mars a lui-même admis aimer le jeu dans un carpool karaoké en 2016, plaisantant qu'il avait utilisé ses gains pour payer ses factures. Et Vital Vegas, mine de rien, est une source respectée dans le milieu. On a Mickey Mouse aussi qui est un insider de Vegas banni des casinos pour avoir trop gagné, donc il connaît ce monde de l'intérieur. Et la progression de 7 à plus de 50 millions de dettes sur 5 ans est mathématiquement plausible pour un high roller jouant jusqu'à 50 000 dollars par main au blackjack. Sa résidence interminable de 9 ans pose question également. Et comme argument contre, on a juste MGM qui a catégoriquement démenti avec un langage très direct. S'ils devaient vraiment de l'argent, je pense que MGM ne l'afficherait probablement pas comme ça dans leur communication. Ma conclusion, je pense qu'il y a de la fumée. Bruno Mars aime clairement jouer. Il a admis lui-même. A-t-il eu des pertes significatives? Probablement. Est-ce que ça atteint 50 millions? Impossible à vérifier. Mais voici ce qui est fascinant. Bruno lui-même s'en amuse. En avril 2024, lors d'un show au parc MGM, il lance à la foule: depuis que ces articles sont sortis disant que je dois 50 millions au casino, mon téléphone ne sonne plus. Où sont mes amis quand je gagne? Le clip a fait 6,8 millions de vues sur TikTok en un jour. En janvier 2025, quand Spotify annonce qu'il a
atteint les 150 millions d'auditeurs mensuels, il poste en story: continue à streamer, je serai sorti de dette en un rien de temps. Et en juillet 2025, après son apparition surprise au concert de Rosé de Blackpink à Los Angeles, il va poster un post sur Instagram avec en description: presque sorti de dette, merci Rosé. Et dans une interview avec le Las Vegas Review Journal, il va déclarer: j'adore cette légende selon laquelle je suis un chanteur de lounge de Las Vegas endetté auprès de la mafia, je peux travailler avec ça. Et mine de rien, c'est brillant, chaque fois qu'il en plaisante, les rumeurs perdent encore plus de leur venin et chaque fois qu'il en parle, ça génère de la pub gratuite. Mais ça explique pas tout. Le 5 janvier 2026, Bruno Mars annonce sur Twitter que son album est terminé. Comme ça, sans rien, juste sur Twitter. 4 mots: My album is done. 2 jours plus tard, le 7 janvier, il va révéler le titre, The Romantic, et confirme que la date de sortie sera le 27 février 2026. Premier album en solo en presque 10 ans depuis 24K Magic en 2016. Le 8 janvier, c'est l'annonce The Romantic Tour, sa première tournée mondiale en stade depuis 2018. Presque 40 dates en Amérique du Nord, Europe et Royaume-Uni. En France, il passera du coup au Stade de France les 20 et 21 juin 2026. Sur le papier, c'est une fête et c'est le retour du roi. Le 9 janvier 2026, à minuit pile, Bruno Mars sort I Just Might, le premier single de The Romantic. Petit rappel sur comment fonctionne la promo d'un album: les artistes sortent toujours 1 ou 2 singles avant l'album pour le promouvoir. C'est censé être le morceau qui représente le mieux ce projet, celui qui va être le plus viral, celui qui va donner envie aux gens d'acheter l'album. I Just Might, c'est donc la carte de visite de The Romantic. Le clip, Bruno en costume vert sur un plateau rétro des années 70, entouré de 5 autres Bruno Mars, tous habillés pareil, tous en train de groover. Guitare funky, cuivre, congas, produit par Bruno et D-Mile, le même duo derrière Silk Sonic. Au moment où je tourne cette vidéo, le clip cumule déjà plus de 14 millions de vues en 2 jours sur YouTube. Sur Spotify, le morceau a directement atteint le sommet du classement US. Sur le papier, c'est carton, mais sur les réseaux sociaux, c'est une autre histoire. Parce que dès la sortie du single, une vague de critiques a déferlé. Le reproche principal: Bruno Mars fait toujours la même musique. Un internaute sur X a écrit: il sort le même son depuis 10 ans, et Bruno lui répond avant de supprimer son tweet avec une insulte. Oui, Bruno Mars a insulté un fan qui critiquait sa musique. Le tweet a été effacé, mais les captures ont circulé de partout. Et le commentaire de ce fan résume ce que beaucoup pensent tout bas. Soyons honnêtes une seconde. I Just Might, c'est du pur Bruno Mars. Funk, soul, années 70-80, groove impeccable. C'est bien produit, c'est catchy, c'est dansant, mais c'est exactement ce qu'il fait depuis 2010. Les critiques musicaux sont partagées. Pitchfork dit que c'est du pur Bruno tout craché. Styrigum écrit que c'est un artiste fascinant qui n'a apparemment rien à dire et que le single aurait pu sortir sur n'importe lequel de ses 3 albums précédents. Conséquence, beaucoup de personnes pensent que c'est décevant et pensent que du coup le premier single d'un album attendu depuis presque une décennie soit un retrait de tout ce qu'on attend déjà de lui. Et en France, sur les réseaux, un terme revient de plus en plus: la gimsification. Alors c'est quoi la gimsification? C'est un terme qui circule sur les réseaux sociaux français pour décrire un artiste qui sort tout le temps le même type de musique. Donc les mêmes instrus, les mêmes beats, la même formule. Alors attention, je dis pas que c'est mal, moi perso je kiffe Gims, mais il y a une partie du public qui reproche à certains artistes de ne jamais se réinventer, de toujours utiliser la formule qui marche et de la répéter à l'infini. De plus en plus de gens appliquent ce terme à Bruno Mars et le problème, c'est le timing. Tu as eu 10 ans pour préparer cet album, 10 ans pour peut-être expérimenter, pour te réinventer, pour surprendre, et le premier single que tu sors sonne exactement comme ce que tu faisais en 2016. Certains fans défendent ça en disant que c'est sa signature, c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'aime, et mine de rien, bah voilà, c'est vrai. Mais voilà, d'autres répondent qu'en 10 ans, il aurait pu offrir bien plus, il aurait pu évoluer, il aurait pu vraiment surprendre. Et il y a un autre point aussi qui fait tic, c'est que The Romantic contient que 9 titres. 9 titres pour un album qu'on attend depuis 10 ans. Pour comparaison, Do Whoops and Hooligans en 2010, c'était 10 titres. Unorthodox Jukebox en 2012, c'était 10 titres également. An Evening with Silk Sonic en 2021, c'était 9 titres. Donc c'est cohérent avec sa discographie. Bruno Mars n'a jamais été du genre à faire des albums de 20 titres. Mais le problème, c'est les attentes. Quand tu fais attendre les gens 10 ans, ils s'attendent à quelque chose de monumental. Pas à 9 titres qui, si on en croit le premier single, risquent de sonner comme ce qu'ils ont déjà entendu. J'ai même vu passer sur les réseaux: 9 titres en 10 ans, ça a intérêt à être du sans faute. Il ne peut pas y avoir un seul skip de l'album. Donc la pression est maximale. Et I Just Might, pour beaucoup, n'a pas levé les doutes. Voilà le paradoxe. D'un côté, Bruno Mars est un artiste qui fonctionne à fond, 150 millions d'auditeurs mensuels, Die With A Smile et Apathé sont des tubes planétaires, I Just Might cartonne déjà sur les plateformes. De l'autre, il y a une fatigue qui s'installe chez une partie du public de Bruno. L'impression que Bruno Mars est devenu une machine à hit calibrée qui recycle les mêmes recettes depuis 15 ans sans jamais prendre de risques. Est-ce que c'est grave? Commercialement, non. Le mec va faire des sold out de partout. Artistiquement, c'est une autre question. Bruno Mars est-il encore un artiste qui crée ou il est devenu une marque qui produit? Je vous laisse méditer là-dessus. Parce que maintenant, on va parler de ce qui fâche vachement, les prix.
Ouais. C'est lequel? Ah, c'est toi. C'est fait. Petit point de contexte, au moment où je tourne cette vidéo, on a eu des leaks de prix via les comités d'entreprise pour sa tournée du coup de The Romantic en 2026. Quand vous regardez cette vidéo, les ventes seront peut-être déjà passées et on aura eu peut-être des confirmations sur les prix. Mais voilà ce qui circule. On aurait des catégories 3 dans la tranche de 90-100 euros, des catégories 1 à peu près 170 euros, des carrés or à 210 euros, des fausses à 140 euros et des fausses or à 160 euros. Et c'est là que ça coince. La fausse à 140-160 euros pour une scène sans avancée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les gens pètent un câble. Faut savoir que des plans de la scène ont fuité, aux États-Unis d'abord, puis après en Europe et nous en France avec le Stade de France, et ce que les fans ont vu les ont mis en colère. La scène ressemble à une scène d'arena. Pas de passerelle qui s'avance dans le public, pas de B-stage, donc pas vraiment de scénographie monumentale. Un dispositif rectangulaire, classique, avec des blocs assis devant la scène aux US, et bah nous en France, du coup on aurait fausse or et fausse derrière. Et c'est ça qui rend fou les gens. Si on compare avec The Weeknd et avec sa tournée After Hours Till Down Tour, on a des scènes avec des avancées massives, des effets visuels de dingue et une production monumentale. Et le prix de la fausse au Stade de France en 2024, il me semble que c'était à peu près 150-160 euros. Beyoncé, avec son Renaissance World Tour, on avait une scène impressionnante, une avancée chorégraphie, une production léchée. Et il me semble que les prix de la fausse c'était à peu près 110, 120, 130 euros, il me semble. Pareil pour de la K-pop avec BTS ou Blackpink, on a des prix très élevés, mais derrière tu sais que tu vas t'attendre à des chorégraphies millimétrées, des décors changeants et une expérience totale. Tu sais à quoi t'attendre. Et le problème de Bruno Mars avec son Romantic Tour, c'est qu'on a une fausse à 140 euros, une fausse or à 160 euros, et pour une scène sans avancée et sans vraiment décor visible sur les plans. Tu paies plus cher que Beyoncé pour voir moins. Et c'est ça qui fait exploser les réseaux sociaux. Et il y a un autre souci également que les habitués connaissent bien, le Stade de France, il est pas réputé pour un son acoustique. Des vidéos de 2018 ont circulé récemment et tu vois des gens en carré or du coup avec des places à 210 euros. Bon, à l'époque c'était moins cher, mais qui voyaient à peine la scène parce qu'au Stade de France c'était assez loin, voire même très loin. Donc maintenant imagine les catégories 3 ou les catégories 4 tout en haut du stade, tu vois un pixel bouger au loin, tu entends juste un son qui rebondit sur les murs et la scène n'a même pas d'avancée pour rapprocher l'artiste du public. Également, point important, faisons un calcul ensemble, Bruno Mars sort tout juste de sa résidence au Dolby Live, une salle de à peu près 5000 places, hyper intime, avec un public proche et une production adaptée. Son premier concert de cette tournée du coup pour 2026, ce sera le 10 avril 2026 à l'Allegiant Stadium de Las Vegas. Donc ça va lui laisser à peine 3-4 mois pour monter une production de stade. 3-4 mois, oui, c'est rien du tout. Pour une production qui normalement se prépare pendant un an minimum, comme on a pu le voir avec Taylor Swift, avec son documentaire dans le Eras Tour, on voit vraiment toute la préparation et à quel point c'était galère. The Weeknd, pareil, il a l'habitude de prendre du temps pour préparer ses productions. Ma conclusion, Bruno n'a pas eu le temps ou a voulu investir temps et argent pour créer un show vraiment pensé pour les stades. Et là, on touche à un vrai problème plus large. On est en 2026 et on vit dans une bulle des concerts. Tous les artistes de notre enfance, de notre génération, reviennent en force. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le public est prêt à payer n'importe quoi. Tu mets n'importe quel prix, ça sera sold out. Tu rajoutes des dates, ça sera sold out aussi. La demande est tellement folle que l'offre suit et les prix explosent. Bruno Mars va faire des stades parce que ça génère énormément d'argent et pas parce qu'il a un show pensé pour les stades. C'est ça la vraie différence. Moi demain, j'adore Bruno Mars, mais si je dois choisir entre un concert de The Weeknd et le concert de Bruno Mars au même endroit et à peu près au même prix, le choix il est vite fait. Avec The Weeknd, je sais à quoi m'attendre, une production de malade, un décor, une expérience visuelle et sonore totale. Avec Beyoncé, pareil, chaque show est un événement, une expérience premium du début jusqu'à la fin. Et le problème c'est qu'avec Bruno Mars en 2026, tu paies cher pour avoir un show d'arena dans un stade. C'est brutal, mais c'est la réalité. Donc voilà, mon conseil, si vous voulez vraiment y aller et que vous pouvez vous le permettre, de toute façon maintenant les ventes c'est trop tard, elles auront déjà eu lieu je pense, si vous voyez cette vidéo, mais visez les packages VIP Early Entry s'ils existent. Parce que je pense qu'il y en aura. Et pourquoi? Parce que ça te permet d'entrer avant les fausses or générales et donc d'être aux premières rangées. Par exemple, la première ou la deuxième rangée, devant tout le monde. Mais le problème, c'est qu'en termes de prix, ces packages coûtent généralement 2 à 3 fois le prix de la fausse or. Donc on parle potentiellement de 400, 500 euros, voire plus. C'est énorme, mais c'est peut-être la seule façon d'avoir une vraie expérience de proximité avec un artiste qui n'a pas prévu d'avancer sur scène. Et pour tous les autres, sincèrement, réfléchissez bien avant de claquer 160 euros dans une fausse or où vous serez assez loin de la scène. Et puis également, il y a l'aspect personnel. Jessica Caban et Bruno Mars ont été ensemble pendant 13 ans. Depuis 2011, avant
Avant même son premier album, ils se sont rencontrés dans un restaurant d'hôtel à New York. Lui venait de finir un show, elle sortait d'une audition de mannequin, ils se sont regardés pendant 40 minutes avant qu'il ose lui parler. Elle a tout quitté pour le rejoindre à Los Angeles, ils vivaient ensemble à Studio City avec leur Rottweiler, il l'a mentionné comme My Rock dans une interview When I Was Your Man, ce morceau déchirant parlerait d'une période où il a failli la perdre. En janvier 2024, des sources proches du couple révèlent au Sun qu'ils vivent séparément. Ils n'ont pas passé Noël 2023 ensemble. En octobre 2024, des fans remarquent que Jessica a supprimé toutes les photos de Bruno sur son Instagram et en janvier 2025, quand un fan lui demande comment elle célèbre les succès de Bruno, elle répond « Je célébrerai toujours et serai heureuse pour ses accomplissements en encourageant de loin ». Donc voilà, après 13 ans, c'est terminé. L'album s'appelle The Romantic. Est-ce qu'on peut vraiment croire que c'est une coïncidence? Je te laisse me dire en commentaire. Enfin bref, voilà. Après tout ce qu'on a vu, voici mon verdict. Est-ce que Bruno Mars a des problèmes d'argent? Probablement pas au sens traditionnel. Il reste l'un des artistes les plus écoutés au monde. Die With A Smile et Apathy lui rapportent des millions en royalties. Ses shows à Vegas génèrent environ 90 millions par an. Est-ce qu'il a perdu beaucoup d'argent au jeu? Très probablement. Trop de sources différentes pointent dans cette direction. Les démentis de MGM sont catégoriques, mais ils ont aussi intérêt à protéger leur image et celle de leur artiste vedette. Est-ce que cette tournée est motivée par l'argent? C'est là que ça devient assez évident. La combinaison de prix significatifs beaucoup plus élevés qu'en 2018, sponsoring total par MGM, donc sur toutes ces dates nord-américaines, timing très serré après sa résidence de Vegas, donc 3 mois de préparation, 10 ans sans album en solo avec un single qui ne prend aucun risque artistique, seulement 9 titres sur l'album, pas de scène avancée malgré des fausses à 160 €. Tout ça suggère une tournée optimisée pour le profit et pas pour l'expérience fan. Alors c'est pas illégal, ce n'est même pas immoral, mais c'est important de comprendre avant d'acheter un billet. Donc voilà ce que vous allez payer avec Bruno Mars au Stade de France en 2026. Donc c'est un artiste talentueux, l'un des meilleurs performeurs de sa génération. Mine de rien, c'est des tubes intemporels que tout le monde connaît, mais par contre, tu n'auras aucune scène adaptée au format stade, tu n'auras pas une production visiblement impressionnante, et il n'y aura aucune proximité avec l'artiste, du moins sans VIP. Alors que si vous allez à des shows comme The Weeknd, Beyoncé, BTS, à peu près au même prix sauf pour la K-pop, bah vous avez tout l'inverse, et mine de rien, la différence est claire. Voilà, Bruno Mars reste l'un des artistes les plus talentueux de sa génération, 16 Grammys, plus de 150 millions d'auditeurs mensuels, des tubes qui ont marqué 3 décennies, l'enfant qui dormait dans un zoo abandonné à Hawaï est devenu l'homme qui remplit les plus grands stades du monde. Mais cette histoire nous rappelle une vérité inconfortable. Même les étoiles les plus brillantes peuvent faire des choix qui ne mettent pas les fans en priorité. Les rumeurs de dette sont-elles vraies? On ne le saura peut-être jamais. Mais ce qui est certain, c'est que cette tournée de 2026 pose des questions légitimes sur les prix, sur la production et aussi sur la direction artistique. 10 ans d'attente, 9 titres, un single qui ne surprend personne, des prix de stade pour un show d'arena. Est-ce qu'on doit lui en vouloir de vouloir faire de l'argent? Non, c'est son droit. Mais est-ce qu'on doit accepter de payer n'importe quel prix sans poser des questions? Non plus. On est vraiment dans une bulle des concerts, les prix explosent pour chaque artiste, les artistes optimisent de plus en plus, et nous, les fans, on paye de plus en plus cher pour des expériences de moins en moins pensées pour nous. Jusqu'à quand on va continuer d'accepter ça? Jusqu'à quand on va continuer de payer des sommes astronomiques? La réponse vous appartient. Voilà, c'était assez long, mais maintenant vous avez toutes les informations. Au moment où vous regardez cette vidéo, les ventes sont probablement passées, peut-être que les choses ont changé, peut-être que la scène est finalement différente de ce qu'on a vu des leaks, peut-être que l'album complet va nous surprendre et que I Just Might n'était que un avant-goût safe. Je l'espère sincèrement pour les fans qui y vont. Donc voilà, si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu, ça aide énormément pour moi sur YouTube pour le référencement. Également, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Tous les dimanches, je vous sors des vidéos sur l'industrie des concerts et sur la vie des artistes. Et voilà, également, si vous cherchez des places aussi pour Bruno Mars, je vous laisse me contacter, vous aurez le lien. Moi, il faut savoir